L'éducation est la priorité du mandat de Benoît Payan. Le plan école, à plus d'1 milliard d'euros, prévoit la construction ou réhabilitation de 80 établissements d'ici 2026. Pierre Huguet, adjoint au maire de Marseille en charge de l'éducation, des cantines scolaires, du soutien scolaire et des cités éducatives, nous en dit plus sur le sujet. Bonjour et bonne année à vous. Bonjour et puis bonne année à toutes et tous. Et puis bien sûr aux auditeurs qui nous écoutent, parmi lesquels il y a des parents d'élèves ou des grands-parents également qui sont très intéressés par la chose scolaire. Alors cette année, le budget de la mairie pour l'éducation est de 275 millions d'euros, l'équivalent de 200 euros supplémentaires pour chaque enfant. Comment cela se traduit concrètement ? Alors, pour reprendre les mots du maire, il y a les mots d'amour et puis il y a l'épreuve. Et en ce qui concerne l'école et l'éducation, vous l'avez rappelé, c'est la priorité du mandat. Eh bien, l'épreuve d'amour, c'est le budget que nous consacrons annuellement pour faire en sorte que l'école à Marseille soit plus juste pour l'ensemble des petites Marseillaises et petits Marseillais. Donc pour l'année 2022, c'est 275 millions qui sont consacrés au recrutement, à des travaux, mais également au financement de projets éducatifs. Et par rapport à l'année dernière, c'est plus 15 millions. Donc il y a les mots, il y a les preuves, et les preuves concrètement, elles s'inscrivent dans le budget de la ville. Merci pour cette précision. La cantine n'a pas augmenté à la rentrée. 50% des produits utilisés sont issus de l'agriculture biologique. Peut-on penser que les nouveaux labels zéro pesticide ou à haute valeur environnementale seront utilisés pour les autres 50% ? Alors, là, vous vous rappelez en fait le cadre légal qui est celui de la loi Egalim, qui demande effectivement aux collectivités locales de faire un effort quant à la qualité de l'alimentation. Alors, c'est déjà le cas ici à Marseille, puisque nous avons 50% de composantes bio, mais également 50% de composantes locales. Et sur cette question de la qualité de l'alimentation, c'est bien sûr notre priorité. Et c'est pour cela que nous avons lancé des ateliers participatifs autour de la restauration scolaire avant les vacances de Noël. Ils vont se prolonger tout au long de 2023 pour justement penser la cantine de demain et faire en sorte qu'on puisse mettre de la qualité à la fois dans les produits, mais aussi dans la manière de les préparer, de les cuisiner. Un plan de rénovation des écoles a été lancé et l'aide de l'État s'élève à 400 millions. Quelles inégalités reste-t-il à résorber pour obtenir des conditions d'accueil plus dignes ? Alors, ce plan école était une nécessité parce que pendant trop d'années, les écoles de Marseille avaient été abandonnées et particulièrement les écoles des quartiers nord. C'est tout le travail que le maire a insufflé avec bien sûr mon collègue Pierre-Marie Ganouzi, l'adjoint qui est en charge du plan école et de la rénovation des écoles. C'est donc un plan à plus d'1 milliard d'euros pour justement effectuer ce rattrapage, notamment pour les écoles des quartiers qui avaient été délaissés. Donc concrètement, c'est plus de moyens là où il est nécessaire de les mettre. Et d'ailleurs, les premiers chantiers lancés par la ville, ce sont les 5 GEP, ce sont des écoles qui doivent faire l'objet de lourdes réhabilitations. Eh bien, ces 5 groupes scolaires qui correspondent en fait à 10 écoles sont situés dans les quartiers nord. Donc oui, un rattrapage, un rééquilibrage qui est nécessaire. Et encore une fois, pour viser notre objectif qui est celui d'une éducation plus juste. Il faut agir en effet. En quoi l'école de demain permettra de lutter contre les fortes chaleurs et les passoires thermiques ? Alors là aussi, on voit que les écoles telles qu'elles ont pu être construites à la fin du 19e siècle, et puis ensuite, quand il y a eu la grande vague de scolarisation après la Seconde Guerre mondiale, n'avaient pas pensé qu'aujourd'hui nous serions face à ce grand danger qui est celui du réchauffement climatique. Donc elles n'ont pas été pensées de manière à pouvoir répondre à ce défi. C'est tout l'objet du plan école qu'on a évoqué à l'instant, c'est de pouvoir, dans le cadre de réhabilitation lourde ou de construction de nouvelles écoles, de pouvoir construire et rénover des écoles qui puissent faire face
à ce défi climatique, du réchauffement climatique, parce qu'on voit qu'il y a des vagues de chaleur qui se répètent et qui s'installent et qui sont de plus en plus intenses. Et par ailleurs, nous avons fait voter au conseil municipal le 2 septembre un plan canicule à 1 million d'euros qui vise aussi à équiper des écoles pour limiter la canicule et faire en sorte que les enfants puissent apprendre dans de très bonnes conditions et puis faire en sorte aussi que les enseignants, que le personnel municipal accueillent les enfants dans les meilleures conditions. Donc le plan école pour une réponse, on va dire, lourde, structurelle, et puis le plan canicule qui là correspond à une réponse plus courte, qui correspond à une réponse qui est dans l'immédiateté, puisque nous allons engager à partir de février, d'avril, des études et des travaux dans les écoles pour justement anticiper sur cette vague de chaleur qui probablement nous attend en juin. Tout à fait, d'autant que les écoliers seront encore plus impactés par le réchauffement climatique. Les 8 secteurs de Marseille comptent de nombreuses disparités avec des besoins différents selon les enfants. Comment la municipalité peut-elle y remédier ? Alors, c'est vrai que nous avons une ville avec une sociologie particulière qui est traversée par de grandes disparités de richesse, de niveau de vie, de conditions de vie même, avec des secteurs qui sont sous-équipés en équipement culturel. C'est d'ailleurs l'objet du vote qui a été fait pour mettre en place une médiathèque, une ludothèque dans le 3e arrondissement. Donc vous voyez que la question en fait de l'enfant et de comment est-ce qu'on peut bien faire grandir les enfants ne se limite pas à la question de l'école. Et c'est justement tout le projet qui est porté par ma collègue Sophie Guérard, adjointe à la place de l'enfant dans la ville, qui a en charge le fait de penser la ville à hauteur d'enfant, de manière à pouvoir leur garantir de bonnes conditions de croissance, à la fois physique, parce qu'effectivement, il faut qu'ils puissent être accueillis dans des écoles où les conditions matérielles sont réunies, mais aussi de pouvoir développer des projets, de pouvoir développer des synergies entre différents acteurs de terrain pour permettre cet objectif qui est essentiel. C'est-à-dire que la ville de Marseille ne se relèvera que par l'éducation et par ses enfants. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est la priorité du mandat. Oui, donc il y a les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, tout aussi important. La ville a l'ambition de proposer des contenus éducatifs de qualité et a obtenu 22 millions d'euros. 1,7 million d'euros seront dédiés au temps scolaire pour des projets d'action éducative. Comment se répartissent les financements restants ? Alors là, vous faites référence à un travail qui a été mené notamment par ma collègue Marie Batou dans un dialogue avec l'État, l'Éducation nationale, pour faire en sorte que les temps éducatifs, c'est-à-dire le temps que l'enfant passe dans l'école, soient mieux coordonnés entre tous les acteurs. Tout à l'heure, je vous parlais de synergie, c'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans l'école de 7h30 jusqu'à 18h. Et donc, il faut qu'il y ait un continuum, en fait, sur toute la durée du temps qu'il passe dans l'école. Et donc, il faut favoriser cette coordination, de faire en sorte que le périscolaire, le scolaire, puisse s'articuler dans les meilleures conditions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut garantir que tous les enfants puissent bénéficier d'une forme d'égalité? C'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a dans certains quartiers des difficultés pour les enfants, même, on parlait de la cantine tout à l'heure, avoir un repas chaud. Et donc, la politique municipale, c'est de mettre plus là où on a le plus besoin. Donc là, vous parliez effectivement du périscolaire et donc du dialogue que ma collègue Marie Batou a noué avec l'État pour avoir un périscolaire de meilleure qualité. Mais c'est également le dispositif des cités éducatives qui vise à développer des projets, à financer des actions qui bénéficient directement aux enfants, aux parents, dans les quartiers où on en a le plus besoin. Donc c'est ce projet éducatif qui vise à atteindre cet objectif, parce que on parlait de la qualité matérielle d'accueil des enfants, mais en réalité, il faut également s'intéresser et il faut également avoir une vision et un projet ambitieux pour ce que l'on fait avec
les enfants dans ces écoles. Donc il y a les projets éducatifs, mais également il y a toute la politique de recrutement, de réorganisation que nous sommes en train de mener. Par exemple, pour l'année 2022, nous avons recruté plus de 400 personnes, uniquement des agents qui sont dans les écoles. Vous citiez beaucoup vos collègues au conseil municipal. On comprend bien à travers vos réponses l'importance du travail collectif entre adjoints. Je pense que je n'ai pas besoin de le préciser justement parce que c'est aussi ce que nous portons, c'est que cette réussite, elle sera collective. Parce que nous partageons tous cette même priorité. Quel premier bilan faites-vous en ce qui concerne le renforcement opéré dans les équipes d'agents scolaires à la rentrée 2022-2023 ? Comme je vous le disais, donc nous avons recruté plus de 400 agents donc pour la seule année 2022. Entre le moment où nous sommes arrivés, c'est-à-dire septembre 2020 et décembre 2021, ce sont quasiment 470 agents qui ont également été recrutés. Il faut dire quand même que les années précédentes, on était plutôt autour de 150. Donc on voit que depuis que la nouvelle majorité est arrivée, le recrutement est là et les agents arrivent dans les écoles. Alors, c'est un travail de longue haleine parce que j'ai l'habitude de dire que quand on rénove une école, ça se voit. En revanche, la question du fonctionnement, lui, est beaucoup plus invisible, mais il est essentiel. Parce que si nous n'avons pas du personnel présent, motivé, formé pour s'occuper des enfants, alors on aura beau rénover les écoles, on n'atteindra pas vraiment notre objectif, qui est de faire en sorte de donner à tous les enfants de Marseille toutes les chances d'une réussite éducative et d'une réussite scolaire. Donc, cette réorganisation est en cours, ces recrutements sont en cours, et puis nous allons continuer. Il s'agit aussi de faire de bons citoyens. Et citoyennes. Et citoyennes, tout à fait. Comment s'est traduit en pratique le renforcement de l'accompagnement périscolaire et quel est le ressenti des enfants jusqu'à présent ? Alors, le périscolaire, c'est 3 temps. C'est la garderie du matin, c'est les activités pendant la pause méridienne, et puis c'est la garderie du soir. On peut également ajouter les études surveillées, les ateliers Mars. Alors, sur la pause méridienne, nous avons renforcé le périscolaire dans 120 écoles, puisque par exemple dans certaines écoles, il y avait élémentaire, il y avait du périscolaire 2 jours par semaine, donc nous sommes passés de 2 à 4 jours, ce qui veut dire que nous avons doublé le périscolaire, notamment dans les écoles où il y a beaucoup d'enfants qui mangent à midi, pour faire en sorte que cette pause méridienne puisse également être de qualité et que le retour des enfants en classe soit de meilleure qualité, de manière à ce que les apprentissages soient de meilleure qualité également. Il faut que l'enfant soit dans de bonnes dispositions aussi pour pouvoir apprendre. Et l'enseignant doit bénéficier de bonnes conditions pour pouvoir enseigner. Donc cette pause méridienne, elle est vraiment essentielle. Et par ailleurs, nous avons développé les activités périscolaires après l'école, donc notamment avec la garderie, mais également avec des études surveillées qui, je le rappelle, sont gratuites pour les familles, et les ateliers Mars, qui est un dispositif partenarial avec l'Éducation nationale, la préfecture, pour donner un petit coup de pouce à des enfants qui sont en difficulté, notamment sur de l'expression langagière. Vous avez des enfants qui sont extrêmement timides en classe, et donc ces ateliers qui se font après l'école visent à redonner de l'autonomie aux enfants et donc à leur donner un petit coup de pouce pour les mettre sur le chemin de la réussite. Et donc là aussi, nous avons consacré un budget important. Tout à l'heure, pour le périscolaire, je vous disais, c'est plus de 1,7 million d'euros. Pour les études surveillées, nous en sommes quasiment à 650 études surveillées, ce qui est considérable. Il n'y en avait pas autant auparavant. Et les ateliers Mars, nous avons quasiment 2200 enfants qui bénéficient de ces ateliers, qui visent à leur donner un petit coup de pouce et à les mettre sur le chemin de la réussite éducative et scolaire. Cela leur permettra de se révéler, en effet, certainement. Oui. Marseille est la seule ville ayant obtenu 6 labellisations cité éducative. Que va permettre cette labellisation ? Alors cette labellisation, elle permet, comme je vous le disais, de mettre plus de moyens là où on en a le plus besoin. Vous avez des quartiers qui ont été complètement abandonnés à Marseille. Et c'est vrai qu'on est dans une situation un peu unique, c'est-à-dire que nous avons quasiment 6 cités éducatives, ce qui est quand même assez singulier en France, parce qu'il y a de réels besoins à Marseille. Il y a cette nécessité
de faire ce rééquilibrage et de faire en sorte de donner toutes les chances à tous les enfants de cette ville. Concrètement, c'est quoi? Ce sont des actions qui visent à favoriser la lecture, qui visent à développer des activités culturelles, qui visent aussi à développer des cafés parents pour accompagner les parents sur la parentalité. Donc, c'est tout un ensemble d'activités qui, concrètement, interviennent sur le temps scolaire, mais hors scolaire. Et l'autre enjeu aussi, c'est de permettre aux acteurs de terrain de travailler ensemble. C'est-à-dire que les cités éducatives, c'est vraiment une démarche partenariale avec l'État, l'Éducation nationale, la ville de Marseille et la métropole. Nous avons effectivement les 4 partenaires institutionnels. Mais sur le terrain, c'est également une mise en synergie d'acteurs qui auparavant ne travaillaient pas forcément ensemble. Et là, eh bien, nous avons un but commun et un budget qui est consacré. Et donc, encore une fois, c'est cette double démarche, à la fois des moyens communs et la volonté de travailler ensemble qui va nous permettre d'avancer et de faire en sorte que ces cités éducatives profitent véritablement aux enfants. Votre réponse fait le lien avec la question suivante, qui est le numérique, qui est un véritable levier d'inclusion sociale. Quel est l'impact du renforcement des moyens numériques sur les publics scolaires avec l'espace numérique de travail ? Alors, l'espace numérique de travail, il est déjà ancien. Et d'ailleurs, on peut le dire, Marseille fait figure de pionnière en la matière. Ce que nous avons voté en 2021, c'est un grand plan d'équipement en numérique de toutes les écoles publiques de Marseille. Alors, avec une différenciation quand même entre les maternelles et les élémentaires. Donc, par exemple, pour les écoles élémentaires, d'ici 3 ans, ce sont toutes les classes élémentaires qui vont avoir un écran numérique interactif, ce qui permettra effectivement aux enseignants de pouvoir mener des activités pédagogiques de qualité. Ce plan d'équipement, il est fait en partenariat avec l'État. Nous avons obtenu un financement à hauteur de 50%. Donc là aussi, c'est une démarche partenariale Ville de Marseille, État. Mais on ne se limite pas à la question de l'équipement. C'est-à-dire que ce plan, il comprend plusieurs volets, notamment un volet de formation, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les enseignants sur l'utilisation de ces nouveaux outils. La ville de Marseille met également à disposition plus de 1000 ressources numériques, de manière à ce que les enseignants puissent avoir une utilisation optimum de ces écrans numériques interactifs. Et puis, il y a également, et là j'y tiens, un volet familial, où l'objectif, c'est aussi de réduire la fracture numérique, parce que certaines familles sont très éloignées du numérique, et pour des démarches qui sont assez simples, l'inscription à l'école, l'inscription à la cantine, l'inscription au périscolaire. Et donc là, il y a nécessité aussi de travailler en commun avec les acteurs de terrain, je pense notamment à la Ligue de l'enseignement, avec l'Éducation nationale et la Ville de Marseille, pour faire en sorte que cette fracture numérique également disparaisse. En effet. Les médias relaient régulièrement l'exclusion d'enfants autistes dans l'univers scolaire. Comment la ville de Marseille répond-elle aux besoins de leurs parents ? Alors là, la ville de Marseille a mis en place plusieurs dispositifs. Je tiens à rappeler que l'école inclusive relève de la compétence de l'État, puisqu'il s'agit de la scolarisation des enfants. Donc la ville de Marseille n'est pas en charge de la scolarisation. En revanche, elle peut mettre des moyens pour favoriser cette scolarisation. Donc, l'Éducation nationale a décidé le développement des classes Ulysse, c'est-à-dire des classes d'inclusion dans les écoles, et la ville de Marseille vient en soutien, notamment sur la pause méridienne. Nous avons la possibilité, si la famille le souhaite, de pouvoir demander à une AESH, de pouvoir proposer à la famille une AESH, c'est-à-dire un adulte ou une adulte qui accompagne l'enfant pendant le temps scolaire, de proposer qu'elle l'accompagne également l'enfant pendant la pause méridienne. Donc, ce sont concrètement des dispositifs comme ça qui favorisent également l'inclusion scolaire. Et par ailleurs, c'est un sujet qui est porté par ma collègue Isabelle Lossine. Donc, voilà, là aussi, je sais qu'elle est très en lien avec l'Éducation nationale, avec les associations de parents, de familles, pour faire en sorte que cette inclusion devienne aussi une réalité. Parce qu'en fait, il faut mettre des moyens. C'est un sujet très important, en effet. Alors, ça sera ma dernière question. De plus en plus de parents de confession juive font le choix de scolariser leurs enfants dans les écoles privées. Qu'en est-il à Marseille ? Alors, la question de l'école privée,
c'est pas juste une question marseillo-marseillaise, c'est que la loi permet aux familles de pouvoir choisir l'école. C'est-à-dire que c'est l'instruction qui est obligatoire, l'éducation. On parle moins d'instruction aujourd'hui que d'éducation. En revanche, il revient aux familles de choisir eh bien, l'école qu'elles souhaitent. Alors, c'est une école publique, c'est une école privée, hors contrat, une école privée sous contrat, mais également, elle a la possibilité, avec des conditions, de pouvoir faire cette instruction en famille. Donc, c'est le système français. La loi permet aux familles de pouvoir faire ce choix. Et donc, il revient aux familles de faire ce choix. Et il ne me revient pas à moi de commenter ce choix. C'est le système français. Il fonctionne comme ça. Et je rappelle aussi que, puisque c'est la loi qui le demande, la ville de Marseille verse un forfait communal de manière à pouvoir participer au fonctionnement des écoles privées sous contrat pour les dépenses de fonctionnement du quotidien. Eh bien, merci beaucoup Pierre Huguet pour cette interview que devraient écouter de nombreux parents. Je vous remercie et puis bonne année encore une fois à tous et tous.